Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le 9 janvier dernier, vous avez accepté la mission que vous a confiée Emmanuel Macron à la tête du gouvernement. Ce jour-là, vous avez accepté d'endosser un lourd passif, celui d'une politique libérale et réactionnaire menée depuis bientôt 7 ans. Vous avez aussi accepté d'endosser une lourde responsabilité, celle de conduire ce rouleau compresseur d'injustice et de casse sociale. Vos premières semaines à Matignon en sont l'édifiant témoignage. Des blindés sur les autoroutes, une école publique insultée, une facture d'électricité qui explose, la franchise médicale doublée. Rien ne semble vous arrêter, pourtant je vous le dis, les Français sont à bout. Je ne parle pas des plus riches d'entre eux qui peuvent continuer à s'enrichir, sans limite, sans scrupules. Je parle de celles et ceux qui ne peuvent compter que sur leur travail pour vivre et qui galèrent. Vous ne le voyez pas ou vous ne voulez pas le voir. Ces Français sont épuisés par la politique que vous menez depuis 2017. Vous ne voulez pas voir qu'ils ont élu Emmanuel Macron par 2 fois pour faire barrage à l'extrême droite. Ils ne lui ont pas donné le mandat pour dérouler cette politique de régression. Les élections législatives et sénatoriales ont déjà sanctionné votre politique. La prochaine étape, ce sera le 9 juin lors des élections européennes. Ce contexte aurait dû vous conduire à un réflexe d'écoute, voire d'humilité, dans votre exercice du pouvoir, à privilégier la concertation et le dialogue social. La réalité est tout autre. Ne parvenant pas à emporter l'adhésion des Français, vous avez fait le choix du passage en force permanent et de l'utilisation déraisonnée du 49 alinéa 3. Pire, vous avez démontré que vous étiez prêt à fragiliser notre état de droit pour parvenir à vos fins, en feignant de satisfaire les appétits, pour ne pas dire les fantasmes de la droite sur la loi immigration. Vous êtes cyniquement défaussé sur le Conseil constitutionnel. Vous avez ouvert la voie à la remise en cause de nos institutions et de notre Constitution. Et je le dis ici, jamais je n'oublierai les propos irresponsables tenus par la droite dite républicaine à leur encontre. Ces propos m'ont indigné. Je les condamne avec force, comme je condamne la responsabilité du président de la République dans cette grave dérive. Ce jeu-là est dangereux et nous en sortons tous perdants. Tous, sauf celles qui s'en frottent avidement les mains, l'extrême droite. La même extrême droite qui se réjouit de votre bilan depuis 7 ans, qui se délecte de voir nos services publics mis à mal, nos corps intermédiaires ignorés, la fracturation sociale assumée. L'extrême droite qui n'a plus qu'à déambuler sereinement sur le tapis rouge que vous lui déroulez. Monsieur le Premier ministre, je fais partie de ceux qui croient que notre pays peut résister à la tentation brune et nauséabonde de l'extrême droite. Pas par principe, pas simplement par l'attachement des Français à nos valeurs républicaines, car les valeurs républicaines, on n'en a rien à faire quand on n'a pas les moyens de nourrir correctement ses enfants, quand on voit que les efforts reposent toujours sur les mêmes. Je vous en prie, retirez vos œillères et cessez d'alimenter le terreau des populistes. Monsieur le Premier ministre, nous sommes ici dans la Chambre des territoires. Vous avez en face de vous des parlementaires en contact permanent avec nos élus locaux. Des élus locaux qui, mieux que quiconque, entendent l'amertume des Français, qui, d'élection en élection, voient de plus en plus de leurs habitants qui, par dépit, se laissent tenter par le RN. Ces élus sont aujourd'hui en colère. Ils sont en colère parce qu'ils sont en première ligne auprès de nos concitoyens, qu'ils n'ont pas les moyens de répondre à leurs besoins. Ils sont en colère parce que l'attente était forte, parce que le président de la République s'était engagé à ouvrir une nouvelle donne territoriale. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Depuis votre arrivée au pouvoir, les collectivités territoriales ont été considérées par le gouvernement comme une variable d'ajustement des comptes publics. Chaque jour, les élus que je rencontre m'alertent sur les conséquences de votre politique fiscale, avec pour seul dogme la diminution des impôts. La suppression de la CVAE en est le dernier exemple. Plus de transferts de compétences, mais moins de moyens. Les élus locaux sont aussi en colère face à votre immobilisme en matière de décentralisation. La loi 3DS, censée représenter un nouvel acte en la matière, ne fut qu'un rendez-vous manqué. Comme si l'excès de centralisation n'avait pas montré ses limites, de la crise des Gilets jaunes à la crise sanitaire. Notre groupe croit en la force de l'État et des collectivités qui assurent l'unité nationale et l'égalité entre les citoyens, qu'ils se trouvent sur l'Hexagone ou sur les Outre-mer. Si l'État est garant de ces principes, l'État centralisateur ne peut en garantir seul l'efficacité. Et nous avons des idées. D'abord, donner une bouffée d'oxygène aux élus, indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation, renforcer la dotation pour l'exercice des mandats locaux. Et parce que les finances locales doivent être sécurisées, nous voulons aller plus loin. Nous vous demandons une loi de financement des collectivités territoriales. Elle permettrait de définir de manière pluriannuelle les grands enjeux de l'investissement local et d'assurer l'autonomie financière des collectivités territoriales. Enfin, nous voulons un statut pour l'élu.
cela a été évoqué, intimidation, violence, agression et ce paroxysme extraordinaire du mois de juin dernier avec les révoltes urbaines, incandescence qui nous alerte et qui exige des réponses fortes. Et j'y viens. D'abord, remettre la justice au cœur de nos politiques publiques. Depuis 2017, les droits, c'est pour les nantis, les devoirs, c'est pour les petits. Je crois, monsieur le Premier ministre, que vous ne mesurez pas les conséquences de ce sentiment d'injustice chez nos concitoyens. Vous ne mesurez pas le malaise et le ressentiment que cela peut provoquer. C'est un élu du Nord qui vous le dit, d'un territoire que le déclassement conduit au désespoir, un désespoir que vos politiques continuent d'amplifier. Comment comprendre, quand on a peine à boucler ses fins de mois, que des multinationales enregistrent des bénéfices records dans les secteurs du pétrole, du gaz, des transports, sans que ces bénéfices ne viennent contribuer à la solidarité nationale? Comment comprendre que pendant ce temps-là, vous augmentez de 10% la facture d'électricité des Français? Comment comprendre l'explosion des hauts revenus exonérés d'impôts sur la fortune? Les seules réponses que vous apportez, ce sont des primes. Pardonnez-moi, monsieur le Premier ministre, mais si elles apportent une réponse d'urgence, bienvenue pour les Français les plus modestes, ces primes sont avant tout du bricolage. On ne gouverne pas un pays à coups de rustines qui n'apportent aucune réponse de long terme. Là encore, puisque vous semblez à court d'idées, en voici quelques-unes. Mettez en place une taxe sur les superprofits dans les secteurs de l'énergie, des transports, instaurez un ISF climatique ou encore établissez les impôts de production. Il s'agit là de répondre à un besoin réel. Renflouer les caisses de l'État pour financer des politiques publiques pour tous. Il s'agit aussi d'un signal qui n'est pas que symbolique. Non, les classes moyennes n'ont pas à supporter tous les efforts. Ces efforts doivent être répartis suivant les moyens de chacun. Voilà une ambition politique nouvelle. Car les Français ne demandent pas l'aumône. Ils demandent de vivre dignement de leur travail. Vous vous targuez d'avoir diminué le taux de chômage, mais vous avez augmenté le nombre de travailleurs pauvres. Vous avez favorisé un marché du travail au service des entreprises, sans contrepartie pour les salariés. La baisse du chômage ne dit rien des difficultés croissantes de nos concitoyens à se nourrir, se loger, se chauffer, se soigner. Vous dites vouloir désmicardiser la France. Mais quel aveu! Qui est responsable de cette smicardisation quand elle concerne 17% des salariés français? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Contrairement à vous, nous ne proposons pas une nouvelle baisse des charges, mais une véritable politique de revalorisation salariale pour chaque citoyen et qu'il soit justement rémunéré. Une juste rémunération pour mieux vivre et en premier lieu se loger. Vous n'avez aucune vision pour la politique du logement. La dérégulation ne constitue pas une politique, monsieur le Premier ministre. Tout le secteur économique de la construction subit une crise sans précédent avec des entreprises et des emplois menacés, des élus locaux désarmés. En réponse, vous avez sapé le modèle économique du logement social et maintenant vous vous attaquez désormais au fondement de la loi SRU. C'est irresponsable. Ce que nous proposons, d'abord, réhabiliter la construction en ville comme en milieu rural. Et si l'objectif du ZAN est essentiel, il doit être équilibré avec les aspirations des Français et co-construit avec les élus locaux. Ensuite, repenser la place des collectivités dans les politiques de logement pour permettre l'adaptation locale nécessaire, renforcer leurs moyens, leur donner des outils propres de régulation, favoriser une reprise de la construction de logements avec une maîtrise de l'envolée des prix du foncier et la généralisation de l'encadrement des loyers, ne serait-ce que dans les zones tendues. Et enfin, réévaluer les APL. Oui, notre pays s'enfonce vers une fracturation de la société qui atteindra bientôt un point de non-retour et le monde agricole nous en donne une nouvelle illustration. La mobilisation des agriculteurs est aujourd'hui une expression flagrante de cette colère qui gronde, une colère qui trouve ses origines dans une crise structurelle appelant à des réformes d'ampleur. Votre gouvernement manque une nouvelle fois d'une vision d'ensemble et d'un projet mobilisateur. Ce que nous proposons, une véritable transition de notre modèle agricole vers davantage de durabilité et de reconnaissance du travail rendu, condition indispensable pour offrir des perspectives justes à nos agriculteurs. C'est l'objectif, monsieur le Premier ministre, monsieur le président de la commission d'enquête, que nous réclamons sur la question des revenus agricoles et des relations commerciales agroalimentaires. Il est temps qu'un diagnostic clair, précis, transparent soit posé sur des pratiques de certains opérateurs économiques afin de mettre fin à un système qui tue à petit feu notre agriculture. Les annonces que vous avez faites hier et encore aujourd'hui ne sont pas du niveau. Pour conclure, je souhaite évoquer les dizaines de milliers de personnes
qui seront demain avec nous, à gauche, dans la rue pour défendre notre école publique, laïque et gratuite. Car aujourd'hui, vous la mettez en danger. Vous continuez de la fragiliser en supprimant des postes d'enseignants, encore 650 cette année. Comble du cynisme, votre ministre accuse ensuite l'école publique d'être responsable d'une fragilité que vous avez provoquée. En fin de compte, quelle est votre vision pour l'école ? Brandir l'étendard du choc des savoirs ne fait pas une politique publique. Ce qui ronge aujourd'hui l'école, c'est l'absence de mixité sociale. Ce qui ronge notre société, c'est le séparatisme dès le plus jeune âge. Face à cela, que proposez-vous ? Vous prônez le retour de l'uniforme à l'école, la labellisation des manuels scolaires et le placement en internat. Une vision étriquée, vieillotte, qui ne répond qu'à une seule logique, l'autoritarisme plutôt que la pédagogie. Monsieur le Premier ministre, hier, vous avez affirmé, je vous cite, que vous voyez davantage de raisons d'espérer que de douter. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Premier ministre, que l'on doute de la place de la France sur le plan international, que l'on doute de votre attachement à la démocratie et à nos institutions, que l'on doute de votre capacité à assurer notre souveraineté. Oui, que l'on doute de votre gouvernement macroniste. L'illusion macroniste du social-libéralisme de 2017 aura duré un printemps. Aucun enseignement n'a été tiré des multiples crises sociales dans ces deux quinquennats. Le libéralisme antisocial du président de la République ne trompe plus personne. Vous n'avez fait que semer les graines de la colère qui sont en train de germer sur le terreau de vos choix de société. Et votre vocabulaire guerrier n'est que le signe avant tout d'une grande faiblesse. Les relents réactionnaires et la course folle aux alliances opportunistes ont le don non seulement de nous faire douter, mais nous obligent surtout à agir. Pour les Françaises, pour les Français, notre groupe portera des solutions, celles d'un avenir solidaire et durable. Je vous remercie.